Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais au minimum, regardez l'émission, aimez, partagez et commentez. Sans plus tarder, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, le professeur Norman Finkelstein. Le professeur Finkelstein est auteur et commentateur politique. Son domaine d'expertise est le conflit israélo-palestinien et son livre le plus célèbre est Gaza, enquête sur son martyr. Professeur Finkelstein, bienvenue à nouveau dans India and Global Left. Eh bien, merci de m'avoir invité après cette introduction complètement inexacte. Mon domaine d'expertise est la révolution prolétarienne, en commençant par la dictature du prolétariat, et mon livre le plus célèbre est bien sûr l'industrie de l'Holocauste. Mais passons à autre chose. Eh bien, c'est une bonne précision en fait, car je voulais discuter avec vous aujourd'hui principalement de l'élection, de la victoire du maire élu Zoran Mamdani. Et si vous pouviez d'abord nous dire, selon vous, quelle est une analyse de gauche correcte de Zoran Mamdani? Parce que ceux d'entre nous qui sont liés au mouvement de la gauche internationale ont vu toutes sortes d'extrêmes. D'un côté, on entend dire que Zoran Mamdani n'est pas du tout un homme de gauche, étant donné qu'il qualifie Cuba et le Venezuela de dictature, particulièrement à un moment où les Marines américains et toutes sortes de moyens militaires s'amassent autour des côtes du Venezuela. C'est absolument quelque chose que nous devrions condamner. Certains de ses commentaires concernant le Hamas sont également des choses que de nombreux gauchistes dénoncent. D'un autre côté, son élection et les causes qu'il a défendues ont suscité beaucoup d'enthousiasme. Alors, pourriez-vous nous donner votre point de vue sur une meilleure façon de l'analyser d'un point de vue de gauche, en évitant ces deux visions binaires? Je pense que c'est une grande question, car elle implique de nombreux aspects, et je ne suis pas tellement préoccupé par le fait d'avoir une perspective de gauche correcte que par celui d'avoir simplement une analyse correcte de ce qui s'est passé. Je commencerai, comme je le fais toujours, en l'examinant dans une trajectoire qui a du sens pour moi. Je suis une personne de gauche, et la tradition à laquelle je me réfère est la tradition historique de la gauche. Je pense que c'est un terme aussi valable qu'un autre. La gauche qui remonte à peu près au milieu du XIXe siècle et qui a en son cœur certaines propositions fondamentales. Proposition numéro 1. Le système capitaliste ne sert pas les intérêts ni les besoins de la grande masse de l'humanité, pour diverses raisons. Il ne le fait tout simplement pas. Numéro 2. Le cœur de tout mouvement visant à remplacer le système capitaliste doit être la classe ouvrière. Là encore, pour diverses raisons. Ce ne sont pas des affirmations évidentes. Et troisièmement, on aspire à quelque chose vaguement désigné comme une société socialiste ou à terme communiste. Pour moi, c'est cela la gauche historique. Et elle englobe une base très large, à la fois populaire et organisationnelle. Elle inclut les anarchistes, les communistes, les socialistes, et c'est à travers cette trajectoire que je me perçois comme une personne de gauche lorsque j'observe ces phénomènes. Voilà donc la vision à long terme. À plus court terme, la candidature de Mamdani est l'expression évidente et concentrée à l'échelle locale du mouvement qui a commencé à peu près avec Bernie Sanders. Évidemment, Bernie Sanders avait ses précurseurs, tout depuis le mouvement Occupy jusqu'à la campagne de Ralph Nader. Mais je pense qu'un bon point de départ, ce sont les candidatures de Bernie Sanders en 2016 et 2020. Je crois que la campagne de Mamdani en est la suite évidente. J'imagine qu'il y avait un très grand chevauchement
peut-être pas parmi les électeurs, mais certainement un large recoupement parmi les militants. Vous savez, ce qu'il appelait à la fin la base de 90 000 bénévoles. Je soupçonne qu'il y avait un énorme chevauchement avec les bénévoles de Bernie. Et il a également rencontré les mêmes problèmes que la campagne de Bernie. Il avait un problème avec les Afro-Américains qu'il semble avoir surmonté, pas complètement, mais de manière significative, au moment de l'élection proprement dite. Mais pendant la primaire, il a effectivement eu un problème avec les Afro-Américains, tout comme Bernie Sanders. Et cela en soi est une question intéressante, puisque, aux yeux des soi-disant radicaux qui pensent que le cœur des années 1960 étaient les Black Panthers, et qui ont cette idée que, comme les Black Panthers le disaient, et les radicaux noirs en général, les Noirs sont l'avant-garde de la Révolution. Eh bien, le fait évident est que ce n'est pas vrai dans la campagne de Bernie Sanders, qui est aussi radicale qu'on puisse l'être. Les Afro-Américains ne l'ont pas soutenu, et Mamdani a eu du mal jusqu'à devoir même faire appel, ce qui était plutôt embarrassant, à des charlatans complets comme Al Sharpton, le loueur de foule, Monsieur Sharpton. Rent a black person, Mr. Sharpton, he had to reach out to him in order to get Il devait le contacter, pensait-il, afin d'obtenir le vote des Noirs. Je ne pense même pas qu'il en avait besoin, car personne ne prend Al Sharpton au sérieux, sauf MSNBC. Donc dans ce cadre, la large tradition de la gauche, ce que j'appelle, faute de meilleurs termes, la gauche historique, et ensuite, dans le cadre plus restreint de la campagne de Bernie Sanders, ou le cadre plus immédiat de la campagne de Bernie Sanders, où situons-nous Mamdani Kent et le Sikh? Je dirais que cela a été spectaculairement réussi en si peu de temps. Je veux dire, c'était l'espace d'un clin d'œil entre le moment où quelqu'un du DSA m'a dit « Que penses-tu de Zoran Mamdani ?» Je n'avais aucune idée de qui il était, et puis il est devenu un candidat très crédible, quelqu'un pour qui je suis allé faire du porte-à-porte, avec des milliers, des dizaines de milliers d'autres. C'était incroyable. C'est peut-être en partie grâce aux réseaux sociaux et au fait qu'on peut diffuser un message très rapidement, mais cela tenait aussi à l'organisation. Comment cela a été organisé avec autant de succès? Je ne saurais le dire. Mais c'était remarquablement réussi. C'est aussi parce qu'il existe un électorat, un grand nombre de jeunes pour qui il n'y a pas d'avenir. Il n'y a rien pour eux. Vous seriez assez surpris, si vous parcourez les rues de New York comme moi, de voir combien de personnes que vous croisez n'ont pas de travail. Je dirais que la majorité des gens que je rencontre n'ont pas de travail. Je veux dire, des personnes cette semaine qui sont sans emploi depuis 1 an, depuis 3 ans. Vous seriez très surpris. Il y a un grand nombre de personnes. Je ne sais pas si elles sont comptabilisées. Je ne sais plus comment le marché du travail est calculé. Mais l'expression dont je me souviens quand j'étudiais ces questions disait que si l'on cessait de chercher du travail, on n'était plus considéré comme faisant partie des chercheurs d'emploi actifs. Par conséquent, on n'était plus compté comme chômeur. Beaucoup de gens ont abandonné. Il y avait donc une énorme partie de la population en attente. Ils attendent. Donnez-leur un candidat crédible, une plateforme porteuse et un représentant convaincant de cette plateforme, et ils se mobiliseront. Même après les 10 000 déceptions de Bernie envers son électorat en 2016 et 2020, vous savez quoi? Il continue de se mobiliser pour lui. Il continue de se mobiliser pour lui en grand nombre. Parce que malgré ses défauts, malgré ses faiblesses, il reste fidèle à la cause. Il a ses limites, mais il est fidèle à la cause. Alors ils le savent. Ils savent que bon, Bernie est un vieil homme. Il pourrait arrêter. Ce n'est pas, il le fait pas pour l'argent. Et il est évident qu'il ne le fait pas par ego. Il est évident qu'il croit en ses valeurs. Donc si vous leur donnez la plateforme, un moyen concret d'y accéder, c'est-à-dire un mouvement et des dirigeants crédibles, il y a une masse de gens prêts à rejoindre.
was a mass of people ready to join, as Mao Zedong famously put it. Comme Mao Zedong l'a si bien dit, une petite étincelle peut allumer un feu de prairie. Et Zoran était cette petite étincelle. Comme il aimait le dire, mes sondages étaient en dessous de 1% quand j'ai commencé. Et il a créé Prairie Fire. 90 000 bénévoles y ont participé, plus de la moitié de l'électorat, malgré 40 millions de dollars, un montant connu de 40 millions investis contre lui. Une campagne vraiment sordide. En vivant là où vous êtes, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'était laid à New York. J'ai vraiment été surpris. Ces fourgons, les mêmes fourgons qui, pour reprendre l'expression de votre génération, et je déteste toutes les expressions de votre génération, les mêmes fourgons qui ont doxé les campements, les membres des campements en soutien à Gaza, en affichant leurs photos aux côtés de terroristes. Vous avez vu ces mêmes fourgons autour de Times Square, avec des photos de Mamdani présenté comme un terroriste. C'était une campagne très laide. C'était aussi très intéressant à observer en tant que vétéran des campagnes de Bernie Sanders. Avec Bernie Sanders, il n'a jamais suscité de venin. Absolument pas. Les gens n'étaient pas d'accord avec lui, bien sûr. Certains ne votaient pas pour lui, évidemment. Mais ce n'était pas venimeux. Quand on faisait campagne pour Mamdani, absolument pas la même chose. Quand on disait avec un joli sourire et un ton aimable, « Tu votes pour Mamdani mardi ?» Là oui, les gens étaient en colère. Ils étaient en colère, ce qui n'arrivait pas avec Bernie. Bernie était naïf. En fait, je ne me souviens même pas que quelqu'un ait dit que Bernie était extrême. Bon, certains disaient peut-être qu'il était socialiste, mais il parvenait assez bien à désamorcer cela en disant « Je crois au socialisme scandinave ». Donc la pire chose que les gens disaient, c'était « Eh bien, les États-Unis ne sont pas la Norvège ». Certaines personnes ont paniqué. Un présentateur de Fox News a comparé la primaire de Bernie à Nuremberg. Quand tu faisais du porte-à-porte, tu n'as pas eu de réaction venimeuse. Tu en as eu une très venimeuse avec Mamdani. Très venimeuse. Est-ce que cela a un rapport avec son identité, le fait d'être associé au mouvement palestinien, ou avec son identité musulmane? Je pense que c'est probablement un peu des deux. Je pense que c'est à la fois l'aspect musulman, l'aspect palestinien, et le fait que celui-ci est un peu plus difficile. Nous avons déjà eu David Dinkins comme maire, qui était afro-américain. Nous avons Eric Adams, qui est afro-américain. Personne ne s'est vraiment soucié du fait qu'Eric Adams soit afro-américain. C'était même pas un sujet. Vraiment pas. Personne n'y a prêté attention. Il est désormais un visage typique de l'élite dirigeante. Juste une non-entité noire, comme Hakeem Jeffries, dont on se moque qu'il soit noir. Il n'a tout simplement aucune résonance. Vous savez, si vous n'aimez pas Tupac Shakur, c'est-à-dire Hakeem Jeffries, personne ne dit que c'est parce qu'il est noir. Et si vous n'aimez pas Eric Adams, personne ne dit que c'est parce qu'il est noir. C'est parce qu'il est corrompu, mais pas parce qu'il est noir. Avec Mamdani, c'était une combinaison de la diabolisation liée au fait qu'il soit musulman, et cette diabolisation a débordé sur la question de Gaza. Je pense qu'il y avait aussi une véritable inquiétude parmi la classe dirigeante, les nantis, environ 20% de New York, que le flambeau soit transmis à un radical. Ils ne voulaient pas faire chavirer le bateau. Je pense donc que ce sont là les facteurs. Quant au reste, en tant que personne issue de la gauche historique, et ici je n'inclurai pas Bernie Sanders dans cet aspect particulier, les campagnes sont trop centrées sur le leader. Que fera-t-il? Que dira-t-il? Au lieu d'être un parti, une organisation dotée d'un programme auquel le leader doit rendre des comptes.
C'est beaucoup trop individualisé pour que ce soit un véritable mouvement de gauche. Un véritable mouvement de gauche a de l'organisation, il a des institutions, et les dirigeants y sont tenus responsables, ou sont censés l'être. Rien de tout cela n'existe vraiment ici. En ce sens, Mamdani ressemble à la campagne de Bernie Sanders. Tous les 4 ans pendant le cycle électoral, Bernie mobilise ses masses, parle de révolution, ce qui est bien, bien sûr. Mais une fois l'élection terminée, l'organisation disparaît. Tout redevient atomisé. Ce n'est pas un mouvement de gauche. Un mouvement de gauche possède des institutions profondément enracinées dans tous les aspects de la société civile. Chaque aspect. Il y avait les syndicats, les organisations de femmes, et puis chacune de ces organisations avait des camps d'été, des écoles du soir. Je veux dire, il existait un système de pouvoir extrêmement ramifié, construit au fil du temps par la gauche historique. Et ces organisations étaient, en ce qui concerne les institutions du travail, les syndicats, très puissantes. Votre génération n'a aucune idée de ce à quoi ressemblaient ces institutions. Elles, vous savez, inspiraient une véritable crainte. Les métallurgistes unis, les travailleurs unis de l'automobile, les mineurs unis, c'étaient des institutions très redoutables. Elles constituaient la base du Parti démocrate. Rien de tout cela n'existe aujourd'hui. None of that exists. Hold on one second. Hey, Monsieur Harris? Hey, Mr. Harris. Yeah, I'm doing an interview now, so can we talk later? Oui, je fais une interview en ce moment, donc on peut en parler plus tard. Merci. Donc ça n'existe pas, et c'est un très gros problème. Et ça m'amène à mon prochain point. L'absence des organisations, de l'appareil ramifié, si l'on peut dire, du pouvoir populaire. Ce qui a eu un impact, tu sais, quand on regarde des organisations comme le Parti communiste. Ils avaient les écoles du soir, ils avaient les camps d'été, ils étaient vraiment engagés. Foi faisait d'une organisation, ils étaient dévoués au parti. En fait, je me souviens d'une vétérane de cette époque, une femme brillante nommée Annette Rubenstein. Elle a un jour donné une conférence et a dit qu'il était complètement faux de penser que le macarthisme, l'attaque de l'extrême droite contre la gauche après la Seconde Guerre mondiale, avait détruit le Parti communiste aux États-Unis. Parce que c'étaient des vétérans. Ils étaient endurcis. Je veux dire, ils avaient dirigé les mouvements antifascistes en Europe. Ils étaient prêts à être torturés, prêts à mourir pour la cause. C'étaient des gens à la peau dure. McCarthy n'allait pas les arrêter. Ils sont passés dans la clandestinité, mais ils étaient engagés pour la cause, engagés sur le long terme, engagés corps et âme. Ce qui a tué le macarthisme, ce qui a tué le Parti communiste, dit-elle, c'est le discours de Khrouchtchev en 1956, admettant qu'une grande partie de ce qui avait été dit sur Staline était vrai. Cela les a anéantis. C'est à ce moment-là que l'exode a commencé, quand ils ont compris que tout n'était qu'un mensonge, que cela avait toujours été un mensonge et qu'ils s'étaient fait duper. Alors ce genre de dureté, d'engagement, ce sentiment de camaraderie, la camaraderie qui naît du fait de faire partie d'un parti, d'un syndicat, d'un esprit de corps, comme disent les Français, l'esprit du corps, le corps politique, tout cela est absent. Bien sûr, nous ressentons de la solidarité les uns envers les autres, mais elle est très diffuse, parce que nous ne nous réunissons plus. Nous n'avons pas d'activité commune. Nous nous retrouvons simplement pour faire du porte-à-porte. Puis tout se dissipe, vous voyez. Certains sont allés à la fête le soir de l'élection, d'autres dans des bars pour la regarder, ce qui est très bien. C'est ce qui crée de la solidarité, mais ce n'est pas un substitut à une organisation. Il faut être honnête à ce sujet. Cela nous amène donc à notre deuxième point. Le deuxième point est, d'accord, il a gagné? Super.
euphorique. Aucun doute là-dessus. J'étais très heureux. Et il y avait un certain caractère, c'était distingué. Le discours, son discours le soir de l'élection, il a fait monter sa mère et son père sur scène, et il a fait monter sa femme sur scène, et il y avait beaucoup de dignité. Comme l'a dit un commentateur, il n'a pas honte d'être musulman. One commentator said, he's not ashamed to be Muslim. He wears it very comfortably and he's not going to... Il le porte avec beaucoup d'aisance, et il n'a pas l'intention de s'en détacher. Lorsqu'ils ont quitté la scène, c'était un peu comme une famille royale, dans le bon sens du terme, vraiment. C'était émouvant de voir sa femme partir avec son père, le soutenant légèrement parce qu'il avait une canne. Puis il est parti avec sa mère. Il y avait simplement ce sentiment d'amour et de dignité, et celui d'une nouvelle génération. Une nouvelle génération est montée sur la scène de l'histoire. Cela dit, où en sommes-nous? Là où nous en sommes, c'est qu'il est parfaitement évident pour quiconque a 2 yeux et 2 oreilles que les classes fortunées vont le détruire. Elles vont le détruire. Elles vont lui trancher la gorge, le poignarder dans le dos, le poignarder en plein cœur. Ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas une hyperbole. Ils n'aiment pas le fait que la capitale du capitalisme mondial leur ait été arrachée par ce pseudo-socialiste musulman parvenu, ou véritable socialiste, peu importe. Ils n'aiment pas ça. Ce n'est pas ainsi que la démocratie est censée fonctionner. Non, c'est exactement ce qu'ils ressentent. La démocratie, pour eux, c'est « nous choisissons les candidats et vous pouvez voter pour eux ». Voilà ce qu'est la démocratie. Nous choisissons qui seront les candidats, et ensuite vous pouvez choisir parmi ceux que nous avons choisis qui gagnera. Mais c'est nous qui choisissons. Il n'y a même pas de prétention à dire qu'il y a là quelque chose de problématique. Il n'y en a pas. Ils se considèrent comme les rois philosophes platoniciens, et comme le dit Platon, les masses reconnaissent leur sagesse et consentent donc à leurs décisions. C'est ainsi que Platon concevait la division du travail. Il y a les rois philosophes qui prennent les décisions les plus justes, et le rôle des non-rois philosophes consiste simplement à reconnaître leur génie et à se soumettre à leurs décisions. Voilà, pour Platon, la juste division du travail. Et c'est exactement ce que sont ces gens-là. Bill Ackman ne peut pas concevoir que quelqu'un ne voit pas son génie. Il a étudié à Harvard. Il écrit des tweets qui font 10 pages. Il est manifestement un génie. Et si vous ne le voyez pas, c'est que vous êtes trop obscurci pour reconnaître leur génie. Voyez-vous, dans la République de Platon, la personne moyenne comprend, évidemment, que ces gens devraient diriger. C'est donc une défaillance du peuple. Ils sont tellement stupides, tellement arriérés, qu'ils ne voient pas que ce sont les Ackman, les Bloomberg, les Barry Sternlicht. Ce sont eux qui sont censés être aux commandes. C'est un échec de leur part. Ils ne comprennent pas leur rôle dans le grand ordre des choses. Alors maintenant, ils sont furieux. Bloomberg a mis 8,5 millions de dollars. Vous savez, quand Bloomberg s'est présenté pour la 3e fois, je ne savais même pas contre qui il se présentait. Vraiment pas. Et la personne contre qui il se présentait a obtenu quelque chose comme 48% des voix, parce que tout le monde détestait Bloomberg. Je ne savais même pas qui il était. Savez-vous que Bloomberg a dépensé par vote, lors de cette 3e élection pour le poste de maire de New York, 900 dollars par personne? Oui. Et il a donné 8,5 millions de dollars à Andrew Cuomo. Ce n'est pas une petite somme. Enfin, pour lui, c'est de la petite monnaie, mais pour la plupart des gens, non. Ackman a donné 1,75 million de dollars à Cuomo. Ronald Lauder a donné 2,8 millions de dollars. Alors attendez, nous avons donné 40 millions de dollars. Cela ne devait pas se passer ainsi. Ce n'est pas comme ça que la démocratie fonctionne. Nous choisissons les candidats et vous choisissez parmi eux celui que vous voulez. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Donc ça va être brutal,
ils vont détruire la ville. C'est toujours comme ça qu'ils procèdent. C'est ce qu'ils ont fait avec Allende au Chili. C'est ce qu'ils ont fait avec Morsi en Égypte. C'est ce qu'ils ont fait ici, là-bas et partout. Ils, comme Henry Kissinger l'a dit célèbrement à propos du Chili, vont faire hurler l'économie. C'est ce qu'ils vont faire. Ils ont deux options. L'une est l'option AOC. They have two options. One is the AOC option. Buy him off with the glamour. Achetez-le avec le glamour. Mais AOC est une écervelée. Elle l'est. C'est une écervelée. Il n'y a pas une pensée politique dans sa tête. Elle est incapable de raisonner en termes politiques. Elle a été élue par hasard, sur un coup de chance. Mamdani est très différent. Mamdani a une lignée politique. Je suis probablement l'une des 2 ou 3 personnes encore en vie à avoir lu les livres de son père quand il était maoïste. Son père faisait partie d'un groupe de maoïstes radicaux en Tanzanie, à l'époque où Julius Nyerere, qui était un homme bien, était président de la Tanzanie. Et il y avait l'université de Dar es Salaam, qui se trouve dans la capitale de la Tanzanie, et là se trouvait un groupe radical de maoïstes. Pour vos auditeurs, un maoïste était un adepte du président Mao de Chine, et ils ont publié de bons livres. Le premier livre que j'ai lu de son père était Politics and Class Formation in Uganda. C'est le genre de choses que je lisais, parce que lorsque vous faisiez partie de cette secte, vous étiez censé lire tout ce que quiconque écrivait. Son livre a été publié par Monthly Review Press, et je lisais religieusement tous les livres qu'il publiait. Il a été édité par Paul Sweezy. Son père vient donc d'un milieu radical. Et il a suivi la plateforme politique socialiste typique. Identifier 3 ou 4 enjeux qui résonnent avec les masses, et bâtir la plateforme autour de cela. Que ce soit Bernie Sanders avec Medicare for All, le Green New Deal, l'abolition de la dette étudiante, ou les bolcheviks avec la paix et la terre. C'est toujours la même chose, une plateforme socialiste typique, un nombre limité de slogans qui trouvent un écho auprès d'un large public. Donc il avait cet élément-là. Il comprenait qu'il y avait un vote de protestation contre le cadavre qui se trouvait au pouvoir. Non, il y avait une plateforme. Il y a un pedigree. Leur première option sera donc d'essayer de le soudoyer, de le mettre en couverture. Ils le mettent déjà en couverture, tu sais, mais ils se modèrent pas assez à leur goût. Et en plus, ils portent le fardeau d'être musulmans et d'avoir des positions sur la Palestine, alors qu'AOC n'avait aucune position. C'est une idiote complète. Avant que les pros ne viennent rédiger ses tweets et ses déclarations, quand elle les écrivait elle-même, ils étaient complètement illettrés. Je me souviens avoir lu sa réponse. Si tu te rappelles, il y avait la question de savoir s'il fallait financer, pas la dernière fois, mais celle d'avant, le dôme de fer pour Israël. Et il y avait cette scène fantasmée où Nancy Pelosi lui parlait avant. Puis elle s'est abstenue et a commencé à pleurer. Tout un numéro. Et ensuite, elle a dû s'en expliquer. Elle a rédigé cette explication et c'était complètement incohérent. Je veux dire, il manquait des points, des sujets, des virgules. Puis j'imagine, elle s'est rendue compte que ce n'était pas professionnel, alors elle a fait appel à des gens compétents pour écrire à sa place. Donc il n'est pas AOC. Cependant, il a fait à mon avis un geste fondamental, qui m'a fait me demander s'il allait se contenter de grignoter à la marge, ce qui ne satisfera jamais sa base. Sa base ne s'arrêtera pas à des bus gratuits. Ils n'ont ni emploi ni avenir, rien. Ce sont des miettes si ça s'arrête aux bus gratuits. Comme point de départ, d'accord, mais cela, comme ils disent, n'est qu'un amuse-bouche, tu vois. Et il a pris une décision fondamentale, ce qui ici me fera peut-être ressembler à Brianna Joy Gray, un peu trop dogmatique peut-être, mais je crois vraiment que c'est une décision fondamentale. La décision était, je reconduis Jessica Tisch au poste de commissaire de police. Il n'est pas nécessaire d'être un léniniste convaincu
pour reconnaître que le cœur de l'État, c'est son appareil répressif. Et quand les choses se corsent, c'est vers lui que les classes possédantes se tournent pour protéger leurs intérêts. Jessica Tisch fait partie de l'une des familles immobilières les plus riches de New York. Partout où l'on regarde, immeubles, institutions culturelles, universités, ils sont omniprésents. Ses engagements de classe sont inscrits dans son ADN. Point final. Si l'on veut vraiment remettre en cause la répartition des richesses, on ne confie pas l'instrument central du pouvoir. So very dire steps are... What is a state? Weber will tell you, Marx will tell you, everyone will tell you. Weber vous le dira, Marx vous le dira, tout le monde vous le dira. Un État, en son essence, est un monopole de l'usage de la force violente. Comme je le dis à mes étudiants lorsque je discute de cette question avec eux, qu'est-ce qui distingue une Girl Scout, un Boy Scout, un syndicat de locataires, un comité de quartier? Qu'est-ce qui distingue tout cela d'un État? La réponse est simple. Une Girl Scout ne peut pas vous enfermer. Un Boy Scout ne peut pas vous enfermer. Vous voyez l'idée. L'État est, comme le diront aussi bien Weber que Marx, défini par son monopole sur l'usage de la force violente. Voilà ce qu'est un État. Et le cœur de l'État, c'est la police ou l'armée selon le niveau auquel on se place. Et c'était pour eux un test décisif. Vous pouviez le voir dans tous les périodiques et médias grand public. Va-t-il renommer Jessica Tisch? Il se fichait de savoir qui il nommait comme ministre de l'Éducation. Il se fichait de savoir qui il nommait à la tête des ressources humaines, la police, et il l'a remise entre leurs mains. Et cela me dit qu'il est soit naïf, et c'est pourquoi je t'ai demandé, pour le bien de tes auditeurs, de lire l'article de mon merveilleux mentor et camarade Paul Sweezy sur le Chili. Il disait que l'une des grandes erreurs du régime d'Allende, Salvador Allende étant socialiste, un homme très décent élu au pouvoir au Chili en 1970 et renversé en 1973, était qu'Allende, célèbre avec sa mitraillette au palais de la Moneda, avait déclaré qu'il mourrait avec la révolution, tu vois? Mais Sweezy disait que certaines personnes croyaient vraiment que l'armée était neutre. Ils pensaient que l'armée resterait neutre. D'autres avaient simplement peur d'affronter l'armée. Mais Sweezy, qui était un marxiste chevronné et un analyste, et qui connaissait aussi les acteurs de la coalition de l'unité populaire, il les connaissait, a dit en citant Lénine, « On ne peut pas simplement prendre le contrôle de cet État. » Or, Lénine emploie un langage très violent. Il faut briser l'État, il faut le détruire. Sweezy lui a donné un ton plus modéré. Il faut le réorganiser, et ainsi de suite. Paul Sweezy qui a écrit l'article. Il a aussi écrit un petit livre, dont le dernier chapitre s'intitulait « La défaite du 11 septembre 1973 ». Je m'en souviens très bien. Que Zoran Mamdani l'ait fait par naïveté, ou parce qu'il craignait d'affronter cette question, dans un cas comme dans l'autre, c'était une décision très révélatrice, et les élites dirigeantes, les classes possédantes, l'ont observé de très près. Qui il allait nommer comme commissaire de police. Je n'ai pas aimé la décision. Et je n'ai pas aimé la manière dont la décision a été prise. C'est de cela que je t'ai parlé plus tôt. Je ne crois pas qu'une seule personne doive prendre cette décision. Je pense que ce sont les mouvements qui devraient la prendre. C'est ça le problème. C'est tellement personnalisé. Tellement personnalisé. Tu sais, même au plus fort du pouvoir bolchevique en Russie, Lénine était, comme on disait, primus inter pares, le premier parmi ses pairs, mais il était parmi ses pairs. Il devait débattre avec lui. Même le parti, il devait débattre avec lui. Il y a eu de nombreuses fois où Lénine disait « Si je n'obtiens pas ce que je veux, je démissionne et je vais simplement me battre au sein du parti pour rallier une majorité. » Il faut se battre. Tu dois rendre des comptes. Tu ne peux pas... Écoute, je ne veux pas les accabler, Donnie.
et je ne veux pas être dogmatique à ce sujet, mais quand tu construis un mouvement de 90 000 bénévoles, tu n'as vraiment pas le droit de prendre ces décisions tout seul. Non, vraiment pas. Il y a là une arrogance, une présomption inacceptable. Il faut une discussion et un débat approfondi. Il faut des notes de position. Écoutons ce que les gens ont à dire. Maintenant, je reconnais qu'on ne peut pas faire ça pour chaque décision. Je le reconnais. Je ne suis pas un socialiste utopique. Je le reconnais. Mais ce n'était pas une décision anodine. Et c'est pourquoi je t'ai demandé de lire l'article de Sweezy sur le Chili. Ce n'est pas une décision anodine. This is not a trivial decision. So that led me to wonder, because Alors cela m'a amené à me demander, parce que si vous êtes sérieux, les classes aisées, maintenant, je ne serais pas surpris que la première semaine où Mamdani sera au pouvoir, la cote de crédit de la ville s'effondre. Ils vont manipuler tous les instruments du pouvoir économique, les banques, Wall Street, tout, pour détruire sa vision ou la vision qu'il a proposée. Et cela signifie des affrontements. Oui, des affrontements. Que veux-je dire par affrontement? Cela veut dire qu'il faut organiser votre base pour encercler les banques, encercler Wall Street, monter à Albany, la capitale de l'État, pour protester, exiger, occuper et dire non, vous n'allez pas faire ça. Et ils vont dire que c'est une propriété privée et vous allez répondre non, non, vous n'avez pas le droit de ruiner notre avenir. Vous n'avez pas ce droit. Vous n'avez pas ce droit. Vous n'y avez pas droit. Je m'en fiche. Propriété privée, peu importe. Vous n'y avez pas droit. Mais cela signifie qu'il faut s'organiser. Donc la première chose à faire, c'est de s'organiser. Si j'étais Mamdani, la première chose à faire serait de dire à tout le monde, à tous les 90 000 électeurs, qu'il faut sortir et former des comités de quartier. Il faut sortir et former 10 comités. Il faut sortir et organiser chaque aspect de votre vie. Si vous êtes à l'université, vous formez des comités universitaires pour défendre, pour défendre notre révolution, comme Bernie l'a appelé, des comités pour la défense de notre révolution. Maintenant, les gens vont dire, ça ressemble au communisme. C'est comme à Cuba, les comités de défense de la révolution. Oui, devinez quoi? Cuba, the committees in defense of the revolution. Yes, guess what? I'm not putting forth Cuba as a model, but I think you have to have. Je ne présente pas Cuba comme un modèle, mais je pense qu'il faut avoir cela. Il faut une organisation de base. Mais l'organisation de base, c'est la préparation aux affrontements. Maintenant, quand les affrontements commencent, et s'ils ne commencent pas, alors ce n'est pas vraiment un changement radical, c'est juste le ticket de bus gratuit, tu vois? Quand les affrontements commencent, de quel côté va se trouver Jessica Tisch? Sérieusement. Allons. De quel côté va-t-elle être? Le plus grand promoteur immobilier de New York, dans la capitale du capitalisme mondial. De quel côté va-t-il être? Et pourquoi as-tu fait ça? Tu veux les apaiser? Tu ne peux pas les apaiser. Il faut en faire partie. Il faut être Eric Adams, qui était un parfait imbécile, mais qui a fait tout ce que l'Upper East Side lui disait de faire. Alors, première chose à faire, si vous êtes sérieux, il faut faire passer le mot. Commencez à vous organiser. Nous avons une véritable lutte devant nous. Ils vont essayer de détruire notre révolution. Nous avons une véritable lutte devant nous. Organisez-vous, organisez-vous, organisez-vous. Et la deuxième chose à faire, c'est, vous savez, Rosa Luxemburg, c'était une radicale. Elle comprenait la politique radicale. Elle disait qu'il y a deux aspects dans le fait d'être radical. S'organiser, 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 et éduquer, éduquer, éduquer. Il faut nommer des personnes qui chaque jour vont communiquer sur la manière dont ils essayent de nous arrêter. Il doit y avoir une clarté absolue sur ce qu'ils font pour nous empêcher d'avancer. Voici ce qui s'est passé sur le marché boursier aujourd'hui. Voici ce qui s'est passé à Wall Street aujourd'hui. Voici ce qui s'est passé dans les banques aujourd'hui.
Ils ont tenu une réunion secrète du conseil d'administration. Nous avons des informations. Il faut être absolument honnête, mais il faut aussi informer sur ce qu'ils font, car ils se sont déjà réunis. Les vautours de l'argent se sont déjà réunis. Ils sont déjà en train de comploter. Je parierais chaque dollar que je possède, que tu possèdes et que tout le monde possède, qui sont déjà en train de comploter. Tu sais, il faut révéler. Informer. Maintenant, je n'ai pas aimé le fait, je vais être honnête, et je ne critique pas Donnie, vraiment pas. On a commencé à en parler après qu'il a remporté la primaire. Il aurait eu toutes ces réunions secrètes avec les classes aisées et leurs organisations dans la ville, tu vois. Il leur parlait, et tu sais, il avait l'obligation d'en rendre compte à ses électeurs. Nous avons eu une réunion, et voici ce qui a été dit. Pourquoi avoir des réunions secrètes avec les classes aisées? Tu veux les rencontrer? Très bien. Je ne pense pas que tu devrais perdre ton temps à les rencontrer, parce que ça ne mènera à rien. Tu ne les convaincras pas, à moins de devenir Eric Adams. D'accord, mais même si tu penses qu'il faut les rencontrer pour montrer que tu as tout fait pour être raisonnable, et que ce sont eux les obstacles. D'accord, très bien. Mais ensuite, vous rendez compte. Je ne veux pas lire dans les organes de l'élite dirigeante qu'il ait rapporté qu'il a eu une réunion avec ce groupe, et qu'il ait rapporté qu'il a dit ceci, et qu'ils ont dit cela. Non. Vous savez quoi, Monsieur Mamdani? Ils devraient publier la transcription de la réunion. Et s'ils ne veulent pas publier la transcription, alors ils devraient refuser de les rencontrer. Il n'y a pas de secret dans votre circonscription. Pourquoi y a-t-il des secrets? C'est inacceptable. Vous vous souvenez du premier acte des bolcheviks lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir? Trotsky a été nommé ministre des Affaires étrangères. Savez-vous quel a été son tout premier acte en tant que ministre des Affaires étrangères? Vous savez? Publier tous les traités secrets. Publier tous les traités secrets. Il n'y a pas de secret dans ta circonscription si tu es socialiste. Tu rencontres l'autre camp, celui qui se décrit comme l'ennemi, et tu ne nous dis pas ce que tu dis. Non. Il y a là un élément d'arrogance inacceptable, et c'est pour cela que cela me dérange. J'ai dit que cela ne faisait pas partie de la gauche historique, ces candidatures personnalisées, sans organisation. C'est un problème, et nous devons le reconnaître. Alors, j'ai retrouvé l'article de Sweezy que je t'avais demandé de lire, et tu le présenteras à tes auditeurs. Comment se le procurer? Je l'ai retrouvé au moment même où Mamdani a remporté la primaire. Je suis immédiatement retourné lire cet article, juste après qu'il a dit qu'il gardait Tish. J'ai pensé, je vais le relire encore une fois. Et c'est encore plus frappant, étant donné une dernière chose, puis je te laisse partir. Tu penses que Tish va arrêter Netanyahou? Elle le fera? Ou bien elle dira, je ne le ferai pas. Alors pourquoi dis-tu que tu vas arrêter Netanyahou et ensuite la nommer commissaire de police? Tu sais très bien qu'elle ne fera pas ça. Ça veut dire que tu n'es pas sérieux. Y a-t-il une chance sur 10 millions qu'elle arrête Netanyahou? C'était précisément le point auquel je voulais en venir. Étant donné la place centrale du mouvement palestinien au sein de sa base électorale, et compte tenu du fait que nous avons vu l'historique des attaques sur les campus liés au mouvement de solidarité avec la Palestine, je veux dire, il y a tellement d'universités à New York, Columbia, CUNY, NYU, c'est juste... Comme 40, je veux dire, c'est un nombre énorme à New York. D'accord. Et étant donné que la récente vague d'attaques contre la liberté d'expression s'est concentrée sur la question centrale de la Palestine,
et que vous avez mobilisé votre électorat autour de ce sujet, cela aurait au moins dû attirer votre attention. Sinon, soulevez des questions plus profondes sur ce que vous comptez faire si la question du gel des loyers se pose. Car en matière de loyers, de bâtiments et de terrains, il y aurait des problèmes d'expulsion pouvant mener à des affrontements physiques entre la classe des propriétaires et les locataires. Et si la police ne se range pas de votre côté, tout ce tapage autour du gel des loyers, c'est du pur non-sens. Je suis tout à fait d'accord. Il va y avoir des affrontements. Et on remet le pouvoir, l'instrument central de l'État. En dernière analyse, je veux dire des gens comme Ramshy diront qu'il existe toutes sortes de choses que l'État fait pour essayer de créer un consensus. Oui, c'est vrai. Mais le cœur du problème, quand Sweezy a écrit l'article sur Allende, il y avait toutes ces théories nouvelles sur l'État, selon lesquelles il ne serait pas seulement un instrument du pouvoir de classe. T'es trop jeune pour t'en souvenir, mais il y avait tous ces débats avec des gens comme Poulantzas et d'autres sur la nature de l'État. Mais quand les choses se corsent, qu'est-il arrivé en Égypte? Qu'est-il arrivé au Chili? L'État intervient avec son appareil répressif. Maintenant, je ne dis pas que nous sommes au bord d'une révolution socialiste à New York, mais j'ose connaître qu'il va y avoir des affrontements et que Roth autour est absolument impitoyable. Ils sont totalement impitoyables. Il y avait de sérieuses inquiétudes, vous savez, quant à savoir si Mamdani allait être assassiné. Je n'aime pas l'expression « leader charismatique », mais il est vrai qu'il n'est pas facilement remplaçable en ce moment. Il n'y a personne derrière lui capable de jouer le rôle qu'il a tenu. Il a fait certaines choses très bien, cela ne fait aucun doute. Eh bien, quand la question s'est posée, quel est le premier pays que vous allez visiter après avoir été élu maire? Il a répondu, Jérusalem, Israël. Je n'irai dans aucun autre pays qu'Israël. Je vais y rester pendant 1 an. Ma première année en tant que maire, je vais vivre dans une colonie à l'ouest. Des fous à New York. Et puis il a dit, je reste à New York. Et quand on l'a pressé, soutenez-vous Israël, il a répondu, Israël est un État. Et il a le droit d'exister. Et ils ont dit, soutenez-vous un État juif d'Israël. Il a répondu, je ne soutiens pas un État où il existe une hiérarchie des droits. Je soutiens un État où les droits sont égaux. C'était magnifiquement fait. Que ce soit répété ou non, je ne sais pas, mais c'était magnifiquement fait. Il n'y a aucun doute là-dessus pour moi. Je n'aurais pas pu le faire aussi bien. Je ne crois pas que j'aurais pu. C'était fait avec une grande aisance, car cela a totalement réduit ses opposants au silence. Attendez, vous croyez que les droits devraient être inégaux? Personne ne va dire oui à cela, vous savez? Vous pensez qu'il devrait y avoir des droits inégaux pour les citoyens? Personne ne va dire oui à cela. Il les a donc complètement réduits au silence, et il l'a fait avec une finesse et une aisance absolue. Il est donc bon, et il n'est pas facilement remplaçable. Je comprends. Et un assassinat serait un sérieux revers. En laissant de côté la perte de vies humaines, ce serait tout de même un sérieux revers. Mais je pense que ce qu'il fait est politiquement imprudent, à la fois en ce qui concerne les décisions elles-mêmes et pour moi la manière de les prendre. On ne prend pas ce genre de décision seul. 90 000 personnes se sont portées volontaires pour ta campagne. Tu leur dois bien cela, précisément pour les raisons que tu viens d'énoncer. Ces questions sont désormais urgentes, surtout quand il s'agit de retirer le pouvoir à une classe qui ne va pas le céder. C'est la capitale du capitalisme mondial. Ils ne vont pas abandonner le pouvoir à un mouvement véritablement socialiste. Donc soit tu n'es pas vraiment socialiste, soit tu es très naïf. Et dans les deux cas, cela n'augure rien de bon pour l'avenir. Nous n'avons pas beaucoup de temps,
mais je voulais vous demander si vous pouviez parler un peu plus de ce que vous pensez être certaines des voies et des moyens à envisager en matière d'organisation. Car comme vous l'avez justement dit, dans l'histoire récente des mouvements progressistes et radicaux aux États-Unis, du moins depuis Occupy Wall Street, nous avons vu différentes formes d'organisation. Ce n'est pas qu'il y ait une absence totale d'organisation, mais elles sont très dispersées. Elles ne sont pas coordonnées selon des termes simplement de gauche. Il n'existe pas de parti centralisé d'organisation. Et cela évoque la question de sa relation avec le Parti démocrate. Donc si vous pouviez commenter cela. Et aussi une question annexe, pour rebondir sur ce que vous avez dit, et c'est lié à cela, serait de savoir si vous pourriez préciser davantage ce que vous entendiez par sa relation atténuée, je paraphrase l'expression, avec la communauté afro-américaine, étant donné que la question policière est également très cruciale pour le mouvement de justice carcérale aux États-Unis, qui touche de manière disproportionnée la communauté afro-américaine. Je ne suis pas non plus certain de ce que vous vouliez dire exactement lorsque vous avez affirmé que le mouvement Sanders, et je ne parle pas de Bernie Sanders lui-même, mais de l'ensemble du mouvement Sanders, n'était pas connecté à la communauté afro-américaine, puisque Cornel West, Kimberly Crenshaw, Gerald Horne et Brianna Joy Gray ont tous soutenu Sanders. Donc, si vous pouviez également préciser ce point, je pense que ce serait utile. Pour des raisons de temps, je vais simplement me concentrer sur la dernière question. Il a perdu en Caroline du Sud. Bernie était en bonne voie pour remporter la primaire démocrate. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Il devenait fou. Je veux dire, il faisait presque des crises cardiaques à la télévision, comme James Carville. Mais il a perdu en Caroline du Sud, et il a perdu à cause du vote noir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc cette idée que les Noirs seraient à l'avant-garde de la Révolution, ce n'est tout simplement pas vrai. L'argument, c'est qu'ils constituent la classe la plus opprimée, et qu'en tant que classe la plus opprimée, ils deviendraient la classe la plus radicale. Mais as-tu des preuves que les personnes noires n'ont pas voté pour Bernie? Oui, il a remporté le vote des jeunes noirs. Il a remporté le vote des jeunes. Mais le vote des non-jeunes, il ne l'a pas remporté. Bernie Sanders ne l'a pas remporté. Et Zohran Mamdani n'a pas non plus remporté le vote des Noirs pendant la primaire. Il est allé à Cuomo. C'est pourquoi Mamdani, dans une sorte de baiser de la mort, a commencé à se rapprocher du révérend Al Sharpton, pensant que c'était sa voie vers la communauté noire. Sharpton, il donne une mauvaise réputation aux escrocs. C'est un charlatan complet. Vous savez, dans notre ville, tout cela est un peu ésotérique pour vos auditeurs, mais nous avions autrefois une sorte de numéro comique, et vous savez ce que c'était. C'était le spectacle itinérant Curtis Sliwa Al Sharpton. Il passait tout le temps à la télévision à se disputer, et tout le monde le savait. C'était une comédie, deux escrocs en train de se chamailler, avec Curtis Sliwa prétendant représenter les Blancs d'origine ethnique, et Al Sharpton représentant les Noirs radicaux. Ce n'était qu'un spectacle comique. Curtis Sliwa, qui s'est présenté à la mairie, n'est-ce pas? Il dit qu'il est le chef des Guardian Angels. Demandez à n'importe quel New-Yorkais, quand avez-vous vu un Guardian Angel pour la dernière fois? Peut-être il y a 50 ans. Il n'y a plus de Guardian Angels. Tout le monde se contente de dire, oui, Curtis, il se bat depuis toujours. Non, Curtis n'a rien fait. Curtis est juste un imposteur complet. J'étais là-bas, nous étions les Guardian Angels. Nous étions dehors pendant l'épidémie de Covid à protéger les Asiatiques. Non, tu ne l'étais pas, Curtis. Il n'y a pas d'ange gardien. Tout ça, c'est une mise en scène. C'est juste un mythe, tout comme le mythe des Black Panthers eux-mêmes. Et il y a aussi ce mythe selon lequel le vote des Noirs irait au plus radical.
Ce n'est pas vrai. Black vote going to the most radical. That's not true. So I guess that brings to my mind. Donc, j'imagine que cela amène à se poser la question de la relation de Mamdani avec le Parti démocrate. Parce qu'en Caroline du Sud, et corrigez-moi si je me trompe, les votes sont allés à Biden qui a obtenu l'électorat noir démocrate traditionnel. Donc, à l'avenir, que pensez-vous que sera la relation de Mamdani avec le Parti démocrate? Relationship with the Democratic Party. I can't navigate that because I just don't Je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus, car je ne connais pas assez bien les structures du Parti démocrate pour dire s'il y a de la place pour le transformer ou non. Ce que je crois, en revanche, avec certitude, c'est qu'il doit créer une structure organisationnelle alternative, fondée, comme cela a toujours été le cas à gauche, sur toutes sortes d'organisations de base qui structurent chaque aspect de la vie urbaine. Vous savez, on peut appartenir à un comité de locataires, à un comité de quartier, à un groupe sur un campus universitaire, mais partout, il faut voir émerger, je sais que cela va sembler rappeler Cuba, des comités de défense de notre révolution. Si vous ne vous organisez pas, la gauche n'a que deux choses de son côté. Elle a la vérité et la justice de son côté, et elle a le nombre. C'est tout ce qu'elle a. Elle n'a ni argent, ni pouvoir, sauf celui qu'elle peut avoir si elle s'organise. Mais le pouvoir organisé n'a aucun des avantages habituels. Il n'a ni argent, ni médias. Enfin, maintenant oui, grâce au web. Elle a bien plus d'accès aux médias, c'est certain, du moins pour l'instant. Ce sont donc des atouts, et ces atouts peuvent être soit diffus, soit concentrés. L'objectif maintenant doit être de les rendre concentrés, de puissantes organisations. Écoutez, je ne suis pas optimiste. Je sais ce qui va se passer. La pression, la destruction de la ville, pour qu'ils puissent dire « Vous voyez ce qui est arrivé à New York avec ces idées socialistes folles. » Tu sais, pour donner une leçon à ces jeunes prétentieux. La démocratie selon leurs règles. Nous choisissons les candidats, vous choisissez lequel d'entre eux vous voulez. Mais vous n'avez pas le droit de choisir votre propre candidat. Non, vous ne l'avez pas. Les intérêts fortunés, parce qu'ils se voient comme des rois philosophes, c'est ainsi qu'ils se perçoivent. Ils sont allés dans les meilleures écoles. Ils sont intelligents, sans aucun doute. Intelligents au sens conventionnel, tu vois. Et ils sont tout simplement d'une arrogance phénoménale. Tu sais, pour Bill Ackman, bien sûr que c'est à moi de choisir qui doit être le président de Harvard. Je veux dire, peut-on vraiment contester cela, que c'est moi qui décide? Donc, et puis bien sûr, il y a, je pense, une question secondaire, mais qui reste importante, la question d'Israël. La classe des milliardaires à New York est en grande majorité juive, et aussi en grande majorité suprémaciste juive. Donc c'est la deuxième question, je dirais. C'est mon opinion, ce n'est pas la question principale. La question principale, c'est la lutte des classes. Et ils vont maintenant mettre la pression sur la ville. Et c'est l'une des choses que Mamdani, je pense, comprend. Il doit rassembler autour de lui des gens qui connaissent chaque aspect de l'économie new-yorkaise et chaque faille juridique, parce qu'ils vont aller en justice pour l'arrêter. Ils vont tout faire, vous savez. Il doit connaître la ville de fond en comble, pas seulement à travers les livres, ce qui est très important, mais en connaissant les gens, en arpentant les rues, en connaissant les habitants. Interagir, c'est important, mais il est aussi important de le connaître de l'intérieur. Toutes les lois, toutes les failles juridiques, et de les surveiller afin de pouvoir éduquer. Ils essaient encore de nous arrêter. C'est ce qu'ils font, tu sais. Et ne tenez pas ces réunions à huis clos. Vous agissez simplement à la manière de la classe dirigeante. Il a rencontré ce groupe, il a rencontré cet autre groupe, il a rencontré cette personne, il a rencontré celle-là. Tout cela derrière des portes closes. Et la rumeur dit, ou une source anonyme aurait déclaré, non, c'est pas ainsi que les radicaux fonctionnent.
Ce n'est pas la tradition historique de la gauche, des réunions secrètes avec les classes dirigeantes et fortunées. C'est totalement faux. Je ne pense même pas qu'ils connaissent assez la tradition de la gauche pour se rendre compte que c'est faux. I don't even think they know enough about the tradition of the left to recognize it's wrong. He didn't seem to recognize there was anything wrong with it. Il ne semblait pas reconnaître qu'il y avait quelque chose d'anormal à décider qui serait le commissaire de police avant même d'être élu. Où est la consultation? Où est le débat? Où est la, comme on dit, contestation? Il devrait y avoir des notes de position. Et ensuite, après un véritable processus démocratique, on décide, tu n'es pas un roi. Maintenant, comme je l'ai dit, il va répondre, s'il entend cette critique, eh bien, est-ce que je vais consulter tout le monde pour chaque décision? Très bien, je suis d'accord, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. C'est une idée utopique. Comme l'a dit le professeur Chomsky, la plupart des gens ne veulent pas passer toute leur vie en réunion. Oui, c'est évident. Mais pour le commissaire de police, surtout puisque l'autre camp en a fait le test décisif, il faut qu'on en parle longuement. Et même les militants n'ont probablement pas été consultés. Ce n'est donc pas seulement une question de chaque électeur, mais aussi de ceux qui ont fait campagne pour lui. Je ne pense pas que qui que ce soit ait été consulté à part son petit cercle rapproché. C'est complètement faux. C'est totalement insensé de procéder de cette manière. Maintenant, peut-être que certaines personnes ne voient pas l'importance du commissaire de police. Eh bien, c'est très important. Surtout s'il s'agit d'un tiche. Vous savez, à une autre époque, ce serait comme élire un Rockefeller, nommer Rockefeller commissaire de police. C'est tout simplement fou. Maintenant, vous allez dire que c'est injuste, c'est une femme, et elle ne devrait pas être tenue responsable de sa famille. Non. Non. En général, les pommes ne tombent pas loin de l'arbre, même avec Andrew Cuomo. Je sais bien sûr, je suis assez âgé pour me souvenir de son père, qui était gouverneur de New York. Excusez-moi, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo. Excusez-moi, Mario Cuomo. Le père d'Andrew a été gouverneur de New York pendant longtemps, et c'était une grande figure du Parti démocrate, une très grande figure, surtout en 1984, avec son célèbre discours à la Convention nationale démocrate. Quoi qu'il en soit, il se présentait au poste de gouverneur face à Ed Koch, qui était alors notre maire à New York. C'était un maire ayant exercé 3 mandats, je crois, Ed Koch, ou peut-être 2 mandats, puis il a perdu le 3e, ou 3 mandats, et il a perdu le 4e. Je ne me souviens plus. Mais c'était une personnalité incontournable de la politique new-yorkaise. Puis une fois son mandat de maire terminé, il s'est présenté au poste de gouverneur. Et il s'est présenté contre le père d'Andrew Cuomo, Mario Cuomo. À l'époque, Ed Koch était un homme gay resté dans le placard. C'était une rumeur, mais rien n'était ouvertement dit. Et vous savez comment Cuomo a mené sa campagne contre Koch? Il faisait circuler parmi ses partisans le slogan « Votez pour Cuomo, pas pour l'homo ». C'était littéralement le slogan « Votez pour Cuomo, pas pour l'homo ». Et c'est exactement la même chose avec Andrew, son fils. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Vous savez, le djihadiste, l'antisémite, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Si vous connaissiez Mario, vous saviez qu'Andrew allait faire la même chose. Le même style. Donc un tiche reste un tiche. Il possède la moitié de New York, en réalité. Espérons simplement, j'ai lu l'article que tu m'as envoyé, et espérons qu'un moment, comme l'élection municipale de 1971, puisse se reproduire. Comme toi, je suis pessimiste quant à la capacité de Zoran Mamdani à réagir à ce moment crucial. Peut-être qu'il ne le fera pas. Mais au moins, s'il met en œuvre certaines des mesures qu'il a promises, gel des prix, gel des loyers, augmentation de certains salaires minimums,
il est probable qu'une partie de sa base s'élargisse. Cela pourrait créer un moment, comme l'a dit Suzy, pour aller dans une direction plus radicale. Je ne pense pas que Mamdani ait les mêmes options que d'autres ont eues, car il gère une ville, pas un pays. Les discussions précédentes portaient surtout sur la prise du pouvoir militaire. Mamdani fait face à une opposition bien plus importante, car il n'est que le maire d'une petite ville au cœur de l'Empire. Mais la lutte doit continuer, et je pense que la gauche ne devrait pas être fataliste. Et c'est là-dessus que j'aimerais conclure. À toi la parole, pour le mot de la fin, Normand. That's where I would like to end. Your closing comment, Norman. Not fatalistic. Not fatalistic. Pas fataliste. No. Pas fataliste. Vous savez, Rosa Luxemburg a dit célèbrement que l'histoire a une manière de fournir des solutions aux problèmes à mesure qu'ils se présentent. Elle appelait cela un tour de l'histoire ou quelque chose comme ça. Le fait qu'elle apporte des solutions aux problèmes au fur et à mesure qu'ils surgissent. Je crois qu'il existe des solutions possibles. J'espère simplement qu'il choisira la bonne voie. Je dois aussi dire que c'était du 50-50. C'était pas un mandat écrasant. C'était très polarisé et c'était un véritable reflet. C'était un référendum. Ce n'était pas comme si une poignée de personnes avaient voté. C'était un grand nombre de votants. Et 50-50, c'est 50-50. Or, Allende avait à l'origine environ 36%, puis il est monté avec les élections municipales de 1971. Mais 50-50, ça signifie une guerre civile. Ce n'est pas la majorité écrasante qui marque sa vision. À l'origine, la classe ouvrière représente 90% de la société et il ne reste que 10%. Il doit effectivement aller davantage vers les autres. Oui, il le doit. Mais la question reste toujours la même. Aller vers les autres comment? En apaisant la classe dirigeante ou en proposant un programme qui inclura les laissés pour compte. C'est là tout le défi pour Mamdani. Je ne sais pas, je ne peux pas prédire ce qui va se passer. Mais bon, disons simplement qu'il faut attendre et voir. Je pense qu'il est honnête, qu'il veut un vrai changement et qu'il est un jeune homme conscient que sa tête est dans la ligne de mire, au sens littéral. Il y a de fortes chances qu'il soit assassiné, tu sais, et il est prêt à courir ce risque. Il y a donc là une forme de courage physique brut. Et je pense qu'il vient d'une lignée socialiste telle qu'il se soucie des gens ordinaires et de leur droit à une vie digne. Ce sont donc là des points positifs. Mais ce sera impitoyable, impitoyable. Tu l'as vu avec la campagne de Cuomo. Ruthless. You saw it with Cuomo's campaign. You know. You saw it the way. Vous l'avez vu, la façon dont toute cette guerre contre les étudiants a été lancée, culminant avec les enlèvements. C'était des kidnappings. Des gens comme Mahmoud Khalil et la jeune femme qui a écrit cet éditorial dans le journal de l'université de Tufts, qui a lancé tout cela. C'était la classe des milliardaires suprémacistes juifs, comme Ackman. Quand des gens se faisaient arracher de la rue, c'est ce qui s'est passé. Avez-vous entendu Ackman prononcer un seul mot de critique? Il aurait pu dire, écoutez, je m'oppose à ce qu'ils disent, mais cela ne devrait pas arriver. L'a-t-il dit? Non. Ce sont des voyous. Des voyous. Comme disait ma défunte mère, des porcs avec des gants blancs. Non, ils sont totalement impitoyables. Donc ce sera s'il est sérieux, si ce n'est pas une AOC. S'il est sérieux, ce sera très difficile d'avancer. Et maintenant que tu t'es plié à la police municipale, bonne chance pour affronter le DHS, l'ICE et la garde nationale. Ça va arriver si tu les affrontes. Il y a le facteur Trump. Bon, je pense qu'on a couvert pas mal de terrain. On va s'arrêter là. Quelques éléments nouveaux, tu sais, à ajouter au débat et à la discussion actuelle. Alors, tu as aimé l'article de Sweezy? Oui, I enjoyed you. C'était lui à son meilleur. Oui, c'était le cas. En tant qu'analyste politique, c'était du haut niveau. Vraiment, c'était le cas.
C'était des temps exaltants. Je veux dire, la révolution était une réalité. I mean, revolution was a real thing. D'accord? And you saw the relevance. Et vous avez vu la pertinence d'une perspective marxiste. Il comprenait très bien l'économie chilienne. Il disait qu'il existe des réserves dans l'économie dont on peut immédiatement tirer parti et qu'il y aura une reprise. Mais ensuite, ces réserves vont s'épuiser. Resurgence, but then those reserves are going to dry up. And then Particularly because Particulièrement parce qu'il a nationalisé le cuivre et que le cuivre était si essentiel aux devises étrangères. and so Ainsi, immédiatement après son arrivée au pouvoir, d'abord sur le marché international, les prix du cuivre ont baissé et les États-Unis ont imposé des sanctions spécifiques sur le cuivre parce qu'ils l'avaient nationalisé et qu'ils comptaient sur ces devises étrangères. Cela a donc été un très très gros coup. Oui, that was a big hit. Yes. no, it was good. I reread it. Oui, c'était bien. Je l'ai relu, et d'abord cela m'a rappelé ces époques où la révolution semblait vraiment sans rapport avec l'histoire. Ensuite, cela m'a montré que j'avais de bonnes raisons de le tenir en haute estime. C'était un radical. Je me souviens qu'il y avait une fois un militant nommé Adimu Changa de Princeton. C'était un type vraiment bien, il est toujours actif. J'ai invité Sweezy à assister à une réunion de leur organisation, appelée POP, People Organized for Progress. Adimu a présenté Paul Sweezy, et c'était en plein cœur de Newark, dans le New Jersey. Il a dit « Ne vous laissez pas tromper par ses cheveux blancs, c'est un vrai radical. » Sweezy venait d'un milieu de classe dirigeante et en avait les manières, mais c'était un vrai radical, bien sûr. D'accord. Ravi de te voir. Okay. Nice to see you. Thanks. merci. C'est bien d'avoir cette conversation. Merci. Prenez. Take care. Hi, my name is Ayushman. I, along with Je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne le pouvez pas, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement.